Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur KAG Code. Alors, on va démarrer aujourd'hui une micro-formation. Donc, c'est une micro-formation que je vais dire à destination des débutants, des personnes qui s'intéressent à l'informatique, des personnes un peu, ça peut être des chefs de projet aussi, ça peut être même pourquoi pas des architectes, etc. Donc, en gros, on va parler d'un concept durant cette formation-là qui sera assez, allez, sera moins lourde et moins imposante que celle sur Kubernetes. Donc, on va parler des microservices. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire une micro-formation rapide sur les microservices? Dans cette formation-là, on va pas avoir les mains sales. Donc, ça va être plus des cours un peu en mode magistral. Je pense qu'elle doit durer peut-être 2-3 vidéos, je sais pas, on verra. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là, spécifiquement sur les microservices? Parce que je me suis rendu compte que moi, dans la chaîne, j'utilise beaucoup ce terme-là, parce que je parlais de Kubernetes, et c'est un terme que j'employais beaucoup, donc des microservices. Et ensuite, je trouve aussi c'est un terme dont des gens en parlent souvent, même des personnes capées, sans savoir trop ce que c'était. Et je me suis rendu compte que même dans des entreprises, en fait, on n'avait pas tous la même définition d'un microservice, en fait. Quand je dis la même définition, des gens, c'était un terme qui était un peu, on va dire, galvaudé, pas vraiment galvaudé, mais dont on utilise comme ça sans savoir ce que c'est. Donc, je me suis décidé, non, bon, je me suis décidé. Il y a un ami qui m'a, enfin, quelqu'un qui m'a suggéré, c'est pas vraiment un ami, de faire une vidéo sur les microservices pour expliquer ce que c'est, etc., de manière magistrale. Donc, ça va vraiment aider vraiment les débutants ou les personnes qui sont pas trop dans la tech. Pour ceux, par exemple, les développeurs qui ont l'habitude du jargon, ça peut-être pas trop les parler, quoique ça va être utile aussi de pouvoir rappeler ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite formation là, cette micro-formation sur les microservices. Donc, comme je l'ai dit, ça va être plus, on va plus parler. J'aurai pas trop de mains sales peut-être à la fin. Donc voilà, on lance le générique et on se retrouve pour démarrer la vidéo. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais vous présenter le dernier logiciel que ma société HKTech a développé. C'est le logiciel EasyQuiz. EasyQuiz.ai. EasyQuiz.ai, c'est un logiciel simple, intuitif qui s'adresse aux recruteurs, aux formateurs, aux enseignants ou à toute personne qui à un moment donné doit devoir évaluer de la performance, doit devoir évaluer des candidats. Grâce à la puissance de l'IA, va vous aider dans la conception de vos sujets d'évaluation, notamment dans la conception des quiz d'évaluation. N'hésitez pas à aller tester, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Alors, donc on va faire aujourd'hui une micro-formation, comme je l'ai dit, sur l'introduction aux microservices. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de cette micro-formation-là, vous allez comprendre ce que c'est qu'un microservice, les caractéristiques, comment on implémente ça, pourquoi on est arrivé au microservice. Vous allez comprendre ce qui se faisait avant. Voilà. Donc, en termes d'organisation, dans l'objectif de ce cours-là, ça va vous permettre de, vous allez pouvoir comprendre les évolutions des architectures logicielles qui a conduit jusqu'au microservice, identifier les principes fondamentaux qui régissent en fait le modèle microservice, pouvoir identifier les limites et les forces des architectures microservices, parce que ce n'est pas les seules architectures. Il y a plusieurs types d'architectures. Voilà. Donc, microservice, ça peut être l'architecture, ça peut être aussi comment on implémente un logiciel, un service. Vous allez pouvoir être aussi en même de pouvoir concevoir de manière conceptuelle un microservice et pouvoir aussi reconnaître les principaux outils liés au microservice en fait. Voilà. Donc, en termes d'objectifs, de plan du coup que j'ai préparé, en fait, vous allez avoir, on va avoir une introduction, une partie sur l'introduction et l'historique. Je pense que ça va être le but aujourd'hui. Ensuite, une seconde partie sur la comparaison avec ce qui se faisait avant, donc les architectures monolithiques, qui sont plus des blocs. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Après, on verra les principes fondamentaux. On va voir comment la communication se fait entre les microservices. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on fera le reste. Dans ce cas, ce sera plus micro-formation. Mais on va dire que l'idée, c'est de balayer ces quatre principaux titres là. Et peut-être le reste, on verra. Mais ça ne se fera pas tout de suite, en fait. Dans la micro-formation, on va peut-être faire que les quatre. Et après, quand j'aurai le temps, peut-être dans 6 mois, un an, on pourra dérouler les autres, quoi. Voilà. Donc, la première séance. Donc, dans cette séance-là, on va essayer de parler de l'historique et de l'évolution. Voilà. Donc, on va voir comment ça évolue dans le temps et surtout ce qui se faisait avant. Parce que comme on dit, avant de savoir, de comprendre mieux pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est bien de savoir ce qui se faisait avant. Pourquoi aujourd'hui on a décidé tout le monde est passé au microservice, pourquoi on entend tellement parler, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, et qu'est-ce qu'il y avait avant surtout. C'est le but de ça.
Donc l'objectif de ça, on va pouvoir décrire les grandes évolutions des architectures logicielles. Parce que quand on parle de microservices, en général, on parle d'architecture et architecture logicielle. Euh, donc le but, c'est de pouvoir voir l'évolution. Comment on est parti des mainframes, ensuite aux architectures client-serveur, puis aux architectures 3 tiers, ensuite du SOA, qui est déjà presque du microservice, et enfin les microservices, qui est un peu la norme et la référence aujourd'hui. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir déterminer les limites de chacun et éventuellement les avantages et pourquoi il y avait ça. Euh, et comprendre comment aussi cette technologie-là, en fait, ont favorisé, qu'est-ce qui a favorisé en fait l'émergence des microservices. Et surtout comprendre la différence entre une architecture et une implémentation logicielle. Voilà. Donc, ils sont deux concepts très différents. Un architecte dans une entreprise qui conçoit les systèmes et tout, il peut ne même pas connaître le code. Il ne code même pas forcément. Par contre, celui qui fait l'implémentation logicielle, il va être vraiment dans la réalisation technique. Alors, on commence donc, c'est quoi une architecture logicielle? Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers au monde de l'informatique, il faut savoir que dans l'informatique, c'est la conception d'un système informatique, c'est exactement le même modèle que la construction d'une maison ou d'un bâtiment ou tout ce que vous savez en fait. Voilà. Donc, on a toujours besoin à un moment donné d'avoir une architecture. Donc, que ce soit le logiciel, le bâtiment, c'est pareil. Donc, il y a des canevas, il y a des patterns à respecter. On commence d'abord par dessiner ce qu'on veut. Ensuite, on mesure qu'est-ce qui va être en termes de performance, de charge. On vérifie comment est-ce que notre application va tenir dans le temps. C'est exactement comme dans une maison. On va essayer de concevoir pour qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible et résister aux, comment dire, aux perturbations qu'il peut y avoir. C'est la même chose dans un système informatique. On conçoit un système pour qu'il puisse durer dans le temps et qu'il puisse être sécurisé, qu'il puisse être robuste, qu'il puisse, comment dire, ne pas supporter la charge dans le long terme, en fait. Donc, c'est quoi une architecture logicielle? Donc, une architecture décrit la structure d'un système informatique. Voilà, une architecture logicielle. Et c'est constitué en fait de trois éléments principaux. Il y a à savoir les composants. Dans les composants, c'est là où vous allez définir les éléments qui vont constituer votre système informatique. Donc, ça pourrait être par exemple la technologie que vous allez utiliser, le front, le back, ça pourrait être votre base de données, ça pourrait être le cache, etc. Donc, ça va être les composants. Ensuite, il va y avoir des relations entre les composants. Donc, ça va définir comment est-ce que vos éléments vont interagir entre eux. Donc, les relations dans lesquelles il y a la partie communication. Et enfin, les principes. Donc, c'est les principes qui vont guider le choix de conception, notamment la performance, comme j'ai dit, la sécurité, la modularité, en fait. Donc, il faut retenir ça. Donc, on parle d'architecture logicielle. Les architectes logiciels, c'est ce qu'ils font, en fait. Ils s'assurent de pouvoir définir un système et là-dedans, ils vont entrer dans les détails, pouvoir définir les composants, les relations, les principes. Ça, c'est de manière macro. Après, il faut aller dans chaque détail pour voir. Donc l'architecture, en fait, doit répondre à la question comment on organise un logiciel pour qu'il reste maintenable, évolutif et cohérent dans le temps. Donc, c'est très important. On ne développe pas, je sais, comme Netflix, comme Facebook derrière. C'est pas quelque chose les développeurs s'est levé, s'est mis à coder comme ça. Non. C'est quelque chose qui, derrière, ça a été conçu pour être évolutif, pour répondre à ces besoins-là. Si votre architecture logicielle n'est pas maintenable, n'est pas évolutive, n'est pas cohérente, en fait, bah, votre système va probablement disparaître dans le temps. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce point-là. Très important, quand, quand on parle d'architecture logicielle, en fait, ça doit répondre à la question comment est-ce qu'on organise le logiciel pour qu'il reste maintenable, évolutif et cohérent. Voilà. Donc, c'est le but premier et c'est ce que c'est qu'une architecture logicielle, c'est de pouvoir répondre à cette question-là, qui est vraiment super importante, super structurante. Voilà. Donc, pourquoi l'architecture logicielle est essentielle? Voilà. Pourquoi à un moment donné, on s'est dit que quand on fait des systèmes informatiques, il faut d'abord structurer ça en architecture. Donc, l'architecture, une architecture bien pensée. Donc, c'est comme une maison qui est bien conçue, qui est bien architecturée, on va dire. Elle va pouvoir évoluer dans le temps sans avoir besoin de réécrire tout le code. Donc, dans le cas d'un logiciel, en fait, si vous faites un logiciel dans lequel l'architecture est bidon et bancale et sans technique, ce qui va se passer, en fait, c'est que quand vous allez vouloir évoluer, vous allez probablement devoir tout casser et devoir tout réinventer, en fait. Donc, l'architecture logicielle bien pensée va vous permettre d'éviter ça. La deuxième, ça va permettre de définir les responsabilités entre les équipes. Donc, dans une bonne architecture logicielle, on sait précisément qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui est responsable de quel périmètre. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, l'architecture logicielle va vous permettre de garantir la fiabilité et la performance du service. Donc, un système qui est bien conçu
que vous ayez 10 utilisateurs, que vous ayez 10 millions d'utilisateurs, elle doit pouvoir répondre à cette demande-là, en fait. Voilà. Elle doit pouvoir répondre à tous ces use cases-là. Donc, c'est le rôle des architectes d'entreprise, des architectes logiciels qui sont chargés, en fait, de designer tout ça, en fait. Et le point 4, comme je l'ai dit, ça doit pouvoir anticiper la croissance. Quand on construit une maison, la maison, on ne la construit pas pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, non. On la construit pour potentiellement 30 ans, 40 ans, voire 100 ans. Et c'est pareil pour les logiciels, en fait. Quand vous concevez l'architecture logicielle, elle est super importante parce qu'elle va nous permettre de concevoir, si c'est bien fait, bien sûr, parce qu'il y a toujours des bons et des mauvais. Voilà, ça c'est logique. Mais si elle est bien faite, ça va permettre de pouvoir avoir un système qui évolue dans le temps sans avoir besoin de tout réécrire le code, en fait. Voilà. Donc, malheureusement, il y a plein d'entreprises qui ont des architectures logicielles qui sont sans tête ni queue, ce qui fait que des fois, c'est dur de faire bouger le mammouth, en fait. Voilà. Et ces entreprises, elles finissent par disparaître ou mourir. Donc, il y a plein d'entreprises comme ça que vous devez connaître qui avaient le vent en poupe dans une certaine période, dans les années 2000, 2010, etc., et qui ont finalement disparu. Parfois, les gens pensent que c'est souvent financière. Mais des fois, parfois, ça peut être la raison, et souvent, parfois technologique, en fait, où ils ont un système en fait qui peut plus répondre aux besoins, ils n'ont pas anticipé la croissance. Bah, il y a des nouveaux qui se lancent, des nouveaux startups qui sont plus innovants, plus matures et qui vont tout exploser en fait parce qu'ils partent les acheter. Vous qui avez le vieux mammouth qui n'est pas capable d'évoluer, bah, vous disparaissez. C'est pourquoi des boîtes comme Google, comme Microsoft, il faut quand même avoir beaucoup de respect pour eux parce que c'est des boîtes qui ont su évoluer dans le temps. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui ont disparu et tout. Voilà. Donc l'architecture logicielle, c'est super importante. Quoi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit en résumé là, donc une mauvaise architecture technique, vous allez avoir de la dette technique que vous allez devoir payer. Voilà. Il y a des coûts de la maintenance de ce système-là qui va être élevé et vous allez avoir des limites évolutives. Et la conséquence de tout ça, c'est que vous allez disparaître. Vous allez mourir. Votre logiciel, en fait, vous allez à un moment donné, si par exemple, le logiciel, c'est votre cœur de métier, vous allez probablement disparaître. Vous allez devoir redévelopper une nouvelle solution, en fait. Voilà. Donc, très important. Donc, c'est le pourquoi de l'architecture logicielle. Alors, dans cette section, on va parler de la différence entre architecture et technologie. J'ai rajouté ce slide parce que c'est une confusion que beaucoup de gens font, même des, des architectes bien capés. Ils font souvent l'erreur, en fait, quand on conçoit un système, de devoir parler de technologie. L'architecture, il faut savoir, en fait, quand on parle d'architecture, c'est un modèle conceptuel. Vous voyez, quand un dessinateur, un architecte du bâtiment, il fait ses plans, bah, il n'est pas là pour dire qu'il va utiliser tel matériau. En tout cas, pas dans un premier temps. Après, il y a un second temps. Mais dans un premier temps, il n'est pas là pour dire qu'on va utiliser tel matériau ou on va utiliser tel bois, telle chaîne, tel parquet, telle couleur. Non, c'est pas ça le but de l'architecture, en fait. L'architecture, un bon architecte doit se limiter au mode conceptuel. C'est-à-dire, il va définir que, par exemple, dans le cas de l'informatique, on va partir sur du NT, on va partir sur du microservice, on va faire du client-serveur. Bon, où est-ce que je veux dire? Et ensuite, là, maintenant, définir, avoir un graphe conceptuel de ce qui va être réalisé, en fait. Par contre, la technologie, c'est l'outil qui va permettre d'implémenter l'architecture que vous allez mettre en place. Ouais. Donc, l'outil, en fait, pour la réalisation, c'est là où l'outil intervient. Et c'est là, souvent, où les builders interviennent. Donc, les ops, les développeurs, tous ces mondes-là qui sont dans l'écosystème, en fait. Voilà. Donc, et c'est là où on définit, donc, si on va faire, par exemple, du backend avec du Node.js, du Spring Boot, du Java, enfin, du Spring Boot, c'est Java, du Go, tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. C'est là où les technologies interviennent. Et ça, on peut même dire que dans l'informatique, quand même, les architectes, ils sont en charge de décider de ça. Mais l'architecture, purement, c'est un modèle conceptuel. Voilà. Donc, on peut bâtir, concernant là, les microservices, on peut bâtir une architecture microservice avec plusieurs technologies différentes. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a deux organisations. Il y a un architecte A et un architecte B. Les deux vont dire qu'ils vont peut-être faire mettre en place un site web. Voilà. Ils vont même décider de partir sur une architecture microservice. Mais en termes de réalisation, peut-être que l'architecte va avoir une équipe de dev dans laquelle ils font que du Java, par exemple. Et là, ils vont potentiellement partir sur du Spring Boot avec des technos liés au Spring Boot. Par exemple, dans une autre équipe, ça pourrait être une équipe qui est spécialisée dans le Go. Ils vont partir du Go avec des technologies liées au Go, etc. Et là, vous allez avoir deux produits au final, in fine, mais qui ont la même architecture, mais qui sont en fait utilisent des technologies différentes en fait. Et ça, limite, on s'en fout. C'est pour ça qu'on dit souvent, moi je le dis toujours, on le dit, on a souvent, très souvent, on entend souvent cette expression qui dit que la technologie importe peu. Et c'est très vrai dans l'informatique. Elle importe quand même, mais ce n'est pas ça qui fait la différence en fait. Et c'est pareil qu'on dit souvent que le dev, en fait,
Vous pouvez être, on s'en fout, si vous êtes un bon dev, vous n'avez pas de mal avec la techno parce que vous avez un certain framework que vous pouvez réutiliser selon le langage en fait. Et c'est un peu pareil en termes d'architecture. L'architecture en fait, elle, comment dire, elle est à dissocier de la technologie qui est plus, qui intervient plus au niveau de l'implémentation. Alors, donc, faut pas perdre qu'on perde. Je vous ai parlé de différentes architectures logicielles. Voilà, donc là, je vous pose les bases parce que quand on parle souvent de microservices, en fait, c'est architecture microservice. On a développé un logiciel en architecture microservice, mais comme c'est souvent long à dire, on dit microservice en fait. Mon microservice, en fait, on devrait dire mon application architecture microservice. Mais comme c'est long à dire, on dit microservice. Donc, avant d'avoir les architectures microservices, il y a ce qui se faisait avant. Il y avait un état de l'art. Donc, dans cette section-ci, je vais vous détailler, vous rappeler en fait ce qui se faisait avant en termes d'architecture historique. Donc, l'évolution qu'il y a eu dans le temps pour arriver jusqu'aux architectures microservices en fait. Voilà. Donc, le tout premier type d'architecture qu'on a connu, moi j'ai pas connu ça, c'était à l'époque de mon père, même ouais, un peu de la génération de mon père, on va dire, voilà, plus loin. C'était l'ère des mainframes. Donc il y a beaucoup de gens qui ont regardé cette chaîne-là, qui vont se dire, oh, c'est quoi un mainframe? Moi, je ne l'ai pas connu, je vous rassure, mais je me suis documenté. Donc en gros, le principe du mainframe, c'était très simple. C'est que vous aviez un élément central, qui avait la taille d'une maison en général. C'était immense, voilà. Et ce mainframe-là, il y avait des terminaux qui étaient communautés dessus et qui pouvaient aller discuter avec le mainframe. Sauf que, ne pas confondre les terminaux avec des serveurs. Sauf que les terminaux, ils n'avaient aucune connaissance en fait. C'était vraiment des agents très simples, très cons, qui se contentaient d'envoyer les informations au serveur. Et tout le processing, tout le stockage, tout le calcul se faisait au niveau de la tour centrale, donc le mainframe en fait. Voilà. Donc les utilisateurs intervenaient dans les terminaux. Donc l'avantage de ça, parce que tout système a un avantage et un inconvénient, quoique, voilà. L'avantage, c'est qu'en termes d'administration, c'était plutôt pas mal parce que vous aviez votre tour centrale qui était la seule source de vérité, voilà. Et la sécurisation était plutôt pas mal puisqu'en fait, comme c'était un bloc cloisonné, bah, les données ne sortaient pas et restaient tous dans le même bloc, il n'y avait pas de flux, etc. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Par contre, les limites, c'est que comme vous pouvez le voir, il y avait un SPOF. Donc ça, si le mainframe avait un problème, en fait, vous ne pouvez plus rien faire. Et le coût du matériel c'était élevé. Je vous dis, il y a des mainframes qui avaient la taille en fait potentiellement la taille d'une maison quoi. Voilà. Et je sais même plus si on utilise encore des mainframes, mais je pense qu'il y a forcément encore des usages, voilà. Et du coup, bah, du coup, j'aime pas utiliser le terme du coup. On va dire plutôt dit par conséquent ou plutôt nonobstant. Donc par conséquent, en fait, euh, il fallait être physiquement au lieu de présence en fait du mainframe pour pouvoir interagir avec lui en fait. Voilà. Sinon, c'était pas possible. Donc ça, c'est ce qu'il y avait avant. Et à une échelle, en fait, une maison comme ça, ça n'a même pas la puissance d'une disquette, quoi. Ouais, donc la puissance était plutôt limitée, mais à l'époque, c'était déjà exceptionnel. Parce qu'il faut jamais oublier que la technologie, c'est juste une suite d'évolutions. Donc ça ressemblait un peu à ça. Donc ça, c'était les années 60-80. Ensuite, les architectures client-serveur. Donc ça va commencer à vous parler. Je pense que ça parle à plus mal parce qu'elles sont toujours utilisées jusqu'aujourd'hui. Donc je précise que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive que les anciennes sont mises à la poubelle. Tout va dépendre de votre use case, de votre besoin. Les architectures client-serveur, elles sont toujours utilisées dans plusieurs produits aujourd'hui. Donc, le principe est très simple. C'est que vous avez un client qui va gérer l'interface et parfois la logique. Et ensuite, vous avez votre côté serveur qui va traiter les données. D'aucuns vont me dire, mais c'est pareil que le mainframe. Non, c'est pas tout à fait pareil. Parce que côté mainframe, ce client, il a aucune le terminal, en fait, d'ailleurs, c'est un terminal, c'est pas un client. Il a aucune capacité de réflexion, il a aucune capacité d'analyse, il a aucune capacité de processing, en fait. Alors qu'avec l'architecture client-serveur, le client, il est capable de faire des premiers contrôles, il est capable de faire des vérifications. Je vous prends un exemple très simple. Imaginez que vous aviez un fichier de 10 gigas que vous voulez traiter sur votre architecture. Voilà. Vous pouvez traiter maximum 10 gigas de fichiers. On va prendre l'exemple. Dans le cas du mainframe, si vous lui envoyez un fichier de 20 gigas, qu'est-ce qui va se passer? Comme le terminal, il est tout con, il ne réfléchit pas, il allait envoyer quand même les fichiers, il allait essayer d'envoyer les 20 gigas. Parce que je dis essayer à votre mainframe, et votre mainframe, comme il peut traiter que 10 gigas, il est potentiellement planté. Voilà. Ou rejeter quelque chose selon, mais il a potentiellement, on va dire qu'il va planter. Par contre, avec une architecture client-serveur, si vous avez une architecture, un système qui est fait pour traiter 10 gigas de données, en fait, vous êtes capable de coder ou d'implémenter du contrôle côté client pour s'assurer que les données
en entrée ne doivent pas dépasser 10 gigas. Or, ça, avec le mainframe, c'est pas possible. Là, j'ai caricaturé en fait. Mais vous pouvez imaginer plusieurs contrôles, par exemple, vérifier les données, checker comment on appelle, la sanité des données, checker le volume, etc. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire à votre architecture client. Par exemple, quand vous interagissez avec votre iPhone, prenons le cas d'iPhone, ou bien votre PC, quand vous voulez aller sur Facebook, bah, je pense que quand vous voulez vous loguer sur Facebook, si vous mettez par exemple, vous voulez créer un compte, vous ne respectez pas une certaine nomenclature exigée par Facebook, bah, ce n'est pas le serveur qui va vous répondre, c'est ça peut être votre portable qui va vous répondre, ça peut être votre PC, votre navigateur web qui va vous répondre directement. Et ça parce qu'il y a un check côté client qui est réalisé en fait. Voilà. Donc ça a émergé dans les années 80 et dans les années 90. Donc les avantages, c'est que la charge pouvait être répartie entre le client et le serveur, même si le serveur reste quand même un élément primordial et que c'est lui qui contient toujours toute l'intelligence. Voilà. Les limites, c'est que les mises à jour peuvent être complexes. Pour chaque pause doit être synchronisé avec le serveur, etc. Voilà. Le couplage est très fort entre le client et le serveur. C'est-à-dire, si vos clients tombent, vous n'avez pas accès au serveur. Si le serveur tombe, vos clients ne savent rien. Donc le couplage, il est immense en fait. Donc le couplage, c'est la relation très forte qui est entre les deux. Et c'est encore utilisé très aujourd'hui par exemple dans les applications bancaires, logiciels de comptabilité, réseau, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Voilà. Donc ça c'était, on est parti du mainframe, on a atterri au client-serveur et ensuite il y a eu les architectures web, un peu les architectures n-tier. Donc c'est à peu près pareil que les architectures client-serveur, sauf qu'on met des couches intermédiaires. Au lieu d'avoir deux couches comme là, par exemple dans les architectures client-serveur, votre serveur il va gérer la base de données, il va peut-être gérer aussi le processing. Dans les n-tiers, plutôt les 3 tiers, on va dire n-tiers, voilà, c'est qu'on décide de casser le serveur en deux unités. Par exemple, une unité pour la base de données, une unité pour le serveur. Ça, c'est dans le 3 tiers. Par contre, si vous êtes on peut avoir du 4 tiers, du 5 tiers. En n tiers, on peut imaginer que là, vous pouvez mettre du cache. Vous pouvez mettre du cache aussi. Et là, vous passez en du 5 tiers. Ouais. Donc, c'est un peu ça la logique, mais on va dire qu'on va rester dans le cas du 3 tiers. Donc, dans le 3 tiers, en fait, c'est que vous avez 3 interfaces. Vous avez la présentation qui est côté client. Ensuite, vous avez la logique métier, qui est plus le serveur d'application. Et vous avez la donnée qui est stockée en général dans une base de données, en fait, où ça pourrait être aussi un volume et tout. Donc, ça, c'est les architectures 3 tiers qui ont explosé avec le web. On les appelle souvent aussi les architectures web. Voilà. C'est l'architecture des web. Typiquement, les applications que je développe, qu'on met en place dans ma boîte HKTech, respectent souvent ce principe-là. Mais on peut avoir souvent du cache selon les besoins de l'application. On peut pas savoir avoir du 4 ou du 5 tiers. Dans le statut entier, la séparation est très claire. Donc, il y a une partie présentation côté client, ensuite la logique serveur, et ensuite les données. Et là, la communication se fait via le protocole HTTP. Donc, c'est très utilisé pour les applications web dynamiques, en fait. Voilà. Donc, par contre, les limites, c'est que le couplage aussi est très fort entre le client et le serveur. Il peut avoir une difficulté à faire évoluer le système à grande échelle. Quoique ça, c'est corrigé maintenant avec les outils. Donc, ça, c'est les architectures n-tier web qui sont toujours utilisées et implémentées. Donc, je précise que quand vous voyez là, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, en fait. Ça veut dire que c'est dans cette période-là que c'est construit ces architectures n-tier entre 90 et 2000. L'architecture web en fait. Et après, ça a été. Donc, c'est là où il y a eu la phase de conception de ces architectures. Après, ça a évolué dans le temps. Donc, là, on va attaquer les architectures, les quatrièmes types d'architectures qui ont émergé. Donc, on a dit mainframe, client, serveur, n-tier. Donc, ça, c'est le quatrième. Les architectures SOA. Donc, le SOA pour Service Oriented Architecture, en fait, a émergé dans les années 2000, en fait. Voilà. Donc, ça a connu une croissance. Donc, c'est la conséquence, c'est que s'il y a une croissance très forte des entreprises, il y a une multiplication des applications internes des équipes, en fait, qui ont recherché à avoir des blocs communs. Donc, c'est très important. Le SOA, ça vient dans un désir de réutiliser de la ressource, d'avoir des blocs communs. Ce qui n'était pas possible, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, dans les anciennes architectures, vous avez besoin d'un logiciel. Vous devez tout coder. Donc, je prends un exemple très simple. Là, il y avait l'équipe A, par exemple, qui gère les commandes sur votre site de e-commerce avec des utilisateurs. Donc, eux, ils devaient tout coder, avoir leur base de données utilisateurs, créer la fonctionnalité qui gère les utilisateurs, créer la base de données pour les commandes, etc. Voilà. Il y a une deuxième équipe qui a besoin aussi, cette fois, de gérer la fidélité, qui a besoin d'avoir les utilisateurs, etc. Ils allaient coder aussi un propre système à part. Il n'y a pas vraiment un système de réutilisation dans les anciennes architectures. Le SOA vient casser ça.
Le SOA, en fait, le Service Oriented Architecture, va permettre euh, à chaque métier d'exposer un service qui peut être réutilisable par d'autres équipes, par d'autres services, en fait. Donc là, il va avoir, par exemple, une couche utilisateur. Et cette couche utilisateur, elle pourrait être utilisée par toutes les applications à un moment donné qui doivent interagir avec les utilisateurs. Ça, c'est le SOA. Ça, c'est la première caractéristique du SOA. La deuxième caractéristique du SOA, le point numéro 2, c'est la communication via un bus qu'on appelait l'ESB. C'est l'Enterprise Service Bus. C'est toujours encore en place dans certaines organisations, dans certaines entreprises, en fait. Voilà. Et la communication via ce SOA via l'ESB se faisait via des fichiers XML et via le protocole SOAP, Service Orientation Application Protocol. Voilà. Donc l'objectif du SOA en fait, c'était de pouvoir aussi assurer l'interopérabilité entre différentes technologies. Donc par exemple, moi, j'ai mon équipe qui gère toute la partie utilisateurs. Donc, moi, je mets à disposition un service qui fournit tous les utilisateurs. Donc, si vous voulez la liste des utilisateurs, les utilisateurs qui font ça, bon, moi, vous passez par mon service. Par contre, mon équipe qui gère, par exemple, les commandes et qui, à un moment donné, a besoin d'avoir les utilisateurs, elle va interroger mon service pour ça. Par contre, les deux équipes chacun peut décider de choisir sa technologie. Moi, je peux décider que je vais coder en Java. Cette équipe-là va décider qu'elle va coder en Node.js, en fait. C'est pour ça qu'on parle qu'il y a de l'interopérabilité entre différentes technologies. En conséquence, en fait, chaque équipe était un peu autonome et avec le choix de cette technologie, en fait. Donc, je vous précise que le SOA, c'est quand même très proche des microservices. On commence déjà un peu à avoir cette notion-là. Bon, vous allez voir. Et l'autre truc, c'est l'autre avantage des HTSOA, qu'on a aussi dans le microservice, c'est qu'on avait la possibilité de pouvoir réutiliser l'intégration des applications existantes. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. Voilà. Donc, le SOA, en fait, vous voyez concrètement, par rapport à un client serveur, vous voyez un peu les avantages qu'il y a. Donc, si vous avez un logiciel, vous n'êtes pas obligé de tout recoder à chaque fois. Vous pouvez réutiliser des blocs. Au juste, ça paraît couler de soi aujourd'hui, mais ce n'était pas forcément le cas il y a encore allez, 10, 15 ans en arrière, quoi. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, maintenant, ils communiquent via un USB. Donc, le Enterprise Service Bus, c'est justement ça la limite du SOA. Parce que là, pour les plus malins, vous allez vous dire, mais si l'USB tombe, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'était ça la problématique. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où vous avez des USB par où tout le trafic passait. Et quand l'USB tombait, en fait, boum, tout le SI était down, en fait. Et ça, c'est les limites du SOA. Donc, c'est ce que j'en parle, en fait. Donc, comme avantage principal, c'est qu'on pouvait multiplier les services. Des services qui étaient, en fait, indépendants, entre guillemets, avec leurs techno différentes, avec une gouvernance qui était plutôt centrale et avec un standard de communication qui était le XML, le SOAP. Par contre, les limites qui étaient associées à ça, il y avait un bus central, un bus unique dans lequel, en fait, tout transitait. Tout transitait. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un SPOF, un single point of failure, donc un point de différence. Donc, quand l'USB tombe, toutes vos applications tombent down. Et la complexité, quand même, et la véracité, parce que l'USB, quand même, à gérer, c'était pas si simple que ça. Il fallait quand même technologie. Et il y avait une rigidité et lenteur des évolutions. Donc, en pratique, dans la vraie vie, en fait, le bus, l'USB, comme je l'ai dit, ça devenait un goulot d'étranglement et un SPOF. Parce que quand il y avait trop de données, trop d'informations qui transitaient, sachant que c'était en XML. Le XML, c'est, par rapport au JSON, c'est plutôt assez lourd, en fait. Donc, c'est pour ça que le SOA, aujourd'hui, est moins utilisé. Et c'est ça qui a conduit donc, à l'émergence des microservices. Alors, donc, pour arriver au microservice, vous avez vu, on est parti des mainframes, on est parti des clients serveurs, ensuite on est arrivé au SOA. Et au SOA, on a vu, donc on a commencé le mainframe, on a vu qu'il y avait des limites côté mainframe parce que le client n'est pas assez intelligent. On s'est dit, on va passer en client serveur. En client serveur, on s'est dit, ok, c'est bien. Le client maintenant a de l'intelligence, mais il y a encore quand même un gros spot au niveau du serveur qui doit prendre toute l'achat. On est passé en SOA. Et maintenant, avec le SOA, on s'est dit, ok, c'est très bien. Maintenant, chaque service est indépendant. Euh, chaque équipe peut choisir cette technologie. On n'est plus, voilà. Mais sauf que maintenant, on doit passer par le bus. Et le bus, lui, c'est limité parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la multiplication des services, la multiplication d'équipes qui utilisaient ça, ben, le bus, il devenait assez très lourd et il pouvait tomber. Donc là, on s'est dit, bon, on va donc attaquer donc, vers les microservices. On a évolué les microservices. On va corriger le problème qui se posait avec l'USB. Donc, dans les années 2010, c'est là qu'émerge la tendance microservice. Donc, plusieurs tendances convergent en fait. Et c'est aussi une convergence de plusieurs facteurs. Voilà. Donc, il y a eu d'abord les limites du SOA avec de l'USB. Voilà. Ensuite, il y a eu l'explosion du web et du mobile avec des besoins de pouvoir mettre à jour régulièrement des applications. Il y a eu la montée du cloud computing. Donc, c'est l'ère où AWS, Azure commence à exploser, on commence à voir l'intérêt avec GCP, bien sûr. Et la possibilité de pouvoir
faire du calcul distribué dans du calcul distant avec des coûts très réduits. Voilà. Il y a maintenant tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui DevOps, intégration continue, les automatisations des pipelines qui commencent à monter, à monter fort. Voilà, on commence à voir les avantages, etc. Il y a bien sûr aussi Docker, la containerisation qui va permettre de faire une isolation rapide des applications et de pouvoir en fait reproduire très vite des applications en fait. Voilà. Et enfin, il y a le big data. Donc, tous ces facteurs-là combinés à la limite que pour avoir le SOA, c'est ça qui a donné naissance donc, aux architectures microservices. Donc, un microservice, c'est quoi en fait? Un microservice, c'est une unité logicielle. Donc, on va dire plutôt une application à conception microservice, architecture microservice en fait. C'est quoi? Donc, c'est une unité qui est autonome. Donc, c'est un logiciel qui est autonome et faiblement couplé. Donc, j'insiste sur ces deux mots-là. Autonome, c'est que le microservice, en fait, il se suffit à lui-même. Dans une certaine mesure, en fait. Donc, il a ses propres données. Il ne dépend pas de quelqu'un sur l'USB temps parce que le microservice reste toujours up, en fait. Ça, c'est la première chose. Il est autonome. Il est faiblement couplé. Donc, il ne dépend pas tellement des autres, en fait. Donc, il se suffit à lui-même. Donc, et c'est responsable aussi d'une fonction métier spécifique. Dans un microservice, il ne va pas faire 10 000 choses. Il ne va pas gérer et les utilisateurs, et le catalogue, et les commandes. Non, non, non. Le microservice, par exemple, pour une application de e-commerce, vous allez avoir un microservice qui va se charger de gérer que les utilisateurs. Un microservice qui va gérer que l'authentification. Un microservice qui va gérer que les commandes. Bon, bref, est-ce que le panier, bon, tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Donc, c'est ça, ils se spécialisent en fait le microservice. Et du coup, ils se déploient indépendamment. Par exemple, le microservice qui gère par exemple le panier, ben, on peut le mettre à jour simplement. On n'a pas besoin de bloquer tout le site, etc., tous les e-commerce pour pouvoir déployer nos applications de manière indépendante en fait. Et troisième point important, dans un microservice, il est capable de communiquer avec les autres via des interfaces légères, ce qu'on appelle des API. Et en général, c'est avec du protocole HTTP ou du REST, quoi. Voilà. Donc, très important. Donc, un microservice, c'est une unité logicielle qui est autonome, qui est faiblement couplée, qui est responsable d'une toute petite unité, voilà, ce qui se déploie indépendamment et la communication se fait via des API, des interfaces. Donc, les caractéristiques clés à retenir quand on parle de microservice, ça c'est très important, c'est l'indépendance de déploiement. Pour déployer mon microservice, je n'ai pas besoin de prévenir les autres, je le déploie, etc. Je peux le faire quand même. La responsabilité est unique. L'équipe en charge du catalogue n'a pas de compte à rendre à l'équipe qui gère l'autente. L'équipe qui gère l'autente n'a pas de compte à rendre à l'équipe qui gère le panier. Voilà. Les données propres à chaque service, donc chaque microservice, dans un mode rigouriste en fait, voilà, chaque microservice a sa propre base de données. C'est-à-dire, mon catalogue, il a sa propre base de données, l'autente, il a sa propre base de données qui gère avec les propres équipes en fait. Je vois de plus en plus des boîtes quand même qui mutualisent parce que pour des raisons de coût, elles vont avoir une grosse base de données dans laquelle, mais ça, c'est pas vraiment les architectures microservices, mais de manière rigoureuse, un microservice doit avoir ses propres données qui sont indépendantes des autres en fait. Voilà. Et la communication est standardisée, donc des méthodes de REST, du HTTP. Et en général, le microservice, il s'aligne au domaine. C'est ce qu'on appelle le domaine driven design, dont on verra ça plus tard, je ne sais pas quand. Voilà. Donc, très important, ce slide aussi, c'est ça la définition d'un microservice. Ayant en tête que autonome, faiblement couplé, déploiement indépendant, fonction métier unique et communication via API. Si votre application respecte ça, vous pouvez dire que vous avez un microservice en fait. Voilà. Donc concrètement, ça ressemble un peu à ça. Donc là, vous voyez là, par exemple, pour une application, disons que c'est un site, je ne sais pas, donc, qui gère un inventaire ou un catalogue de produits. Là, vous allez avoir par exemple le service API Gateway qui est en entrée, qui va recevoir toutes les requêtes. Et ensuite, vous avez là le service qui va gérer le compte, le service qui va gérer l'inventaire, le service qui va gérer le front, le service qui va gérer le shipping. Et vous voyez que là, par exemple, là, chacun, les services qui ont besoin de stocker de la donnée, ils ont leur propre base de données en fait. Chacun a sa propre base de données. Et c'est comme ça qu'une architecture microservice est. Ça, c'est une architecture microservice qui est totalement rigoriste, qui répond à 100% des cas. Parce que dans les boîtes, ce qui va se passer dans les entreprises, c'est que tout ça, ça va être une méga grosse base de données dans laquelle chacune va avoir sa table. Et ça, des fois, quand tu dis à quelqu'un de manière... Enfin, moi, j'ai eu des audits où j'ai dit aux gens, en fait, vous ne faites pas vraiment du microservice. Ils m'ont dit, mais non, on fait du microservice. Oui, on peut dire que vous faisiez un mix de microservices, mais par contre, dans le microservice, vraiment, la donnée d'un microservice, vous ne la mutualisez pas avec un autre, en fait. Voilà. Donc, les boîtes vraiment qui ont été, ça c'est une petite parenthèse, les boîtes qui ont été vraiment à l'essor du microservice, il y a forcément Google que je n'ai pas cité, mais il y a par exemple des boîtes comme Netflix qui a migré progressivement sur monolithique. On va parler du monolithique dans la prochaine fois.
Java avait des centaines de microservices en fait. Donc précédemment, il y avait un gros logiciel qui contenait tout. Ben, en fait, on le casse en plusieurs petits bouts, en 10 petits logiciels, 10 petites entités unitaires qu'on appelle des microservices, avec chacun qui gère ses fonctionnalités en fait. Voilà. Donc par exemple, chez Netflix, ils ont un produit qu'on appelle Eureka pour le service de scoring. Et ensuite, il y a Amazon qui avait d'équiper ses équipes en pizza team. Et chaque pizza team était responsable d'une petite unité logicielle en fait. Et ensuite, il y a toutes les boîtes de la tech, Spotify, Uber, Airbnb. Bon, j'ai cité, mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est mis en place dans pas mal de startups. Les boîtes, par exemple, Conto, pour ceux qui connaissent un peu Conto, l'une des licornes françaises, bah, elle utilise des microservices, par exemple. Donc, comme toute chose, comme toute création humaine, en fait, les microservices ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, tout n'est pas parfait avec les microservices. Donc, parfois, ce n'est même pas adapté à votre besoin d'aller sur un microservice. Parfois, mieux vaut rester en client-serveur. Bon, pas de l'USB en tout cas, mais parfois, c'est souvent bien de rester en client-serveur ou bien en web tier, ou enfin N tier, ou un statut 3 tiers, ou un statut web simplement, que dans un microservice. Donc, les avantages de ça, c'est que les déploiements sont indépendants, la scalabilité est fine, la résilience est accrue et on peut s'aligner sur le domaine métier. Donc, ça, c'est parfait. Par contre, les limites, c'est que la complexité est accrue du système global. Parce que vous imaginez bien, avant, vous avez une seule application dans laquelle il y avait tout. Donc, il n'y avait pas de problématique réseau, il n'y avait pas de problématique de sécurité. Aujourd'hui, vous avez plusieurs petites applications. Forcément, c'est plusieurs petites applications, c'est plusieurs petits microservices. Il faut bien qu'ils communiquent entre elles. Même si elles sont indépendantes, elles sont autonomes, elles ne sont pas couplées. Mais il y a des échanges qui se font via les API. Donc, il faut sécuriser tout ça. Il faut dire qui doit communiquer avec quoi. Il faut gérer tout le trafic réseau là. Et c'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi une conséquence du déploiement, du besoin massif des DevOps en fait. Donc, une boîte qui va décider de passer un architecture microservice, elle va devoir en fait staffer et trouver des personnes qui vont pouvoir en fait assurer les pipelines de déploiement de chacune de ses équipes, faire qu'elles communiquent bien, etc. Donc, c'est pour ça que c'est aussi une conséquence de l'explosion du métier de DevOps en fait, quand on dit DevOps, des métiers du cloud, enfin, des DevOps, quoi. Voilà. Donc, il faut aussi suivre du coup l'observabilité. Donc, du coup, c'est complexe. Et assurer la cohérence des données en fait. Donc, si vous décidez de passer d'une architecture monolithique à une architecture microservice, il faut savoir que vous n'allez pas réduire la complexité. La complexité, elle va juste être déplacée du code vers votre infrastructure. Donc là, parce que vous allez devoir maintenant gérer les certificats pour la communication, vous allez gérer le réseau, vous allez gérer la supervision, vous allez gérer le monitoring. Donc avant, si vous avez une application, une grosse application certes, dans laquelle il y avait il y avait une seule supervision, vous avez un ops qui gère ça, ben en fait, en cassant tout ça, en ayant plusieurs petits services, bah, il va falloir dupliquer aussi les équipes qui vont pouvoir s'occuper de ces services-là. Donc, ça ne se fait pas souvent sans heures. C'est pourquoi, des fois, selon les contraintes de l'entreprise, selon les budgets, selon les ressources, ça peut être un peu kamikaze de dire qu'on va passer du monolithique full au microservice, en fait. Voilà. Donc, et le but justement de cette micro-formation que je vous fais là, c'est de pouvoir vous donner les billes pour pouvoir savoir dans quel cas ça peut être judicieux. Donc, je précise, avec les microservices, les devs, ils ont peut-être moins de pouvoir. Ils ont même moins de pouvoir parce que la complexité n'est plus dans le code. Par contre, vous créez un nouveau besoin en termes d'ops, en termes de DBA, en termes d'infra, en termes de monitoring, en fait. Et ça, ce n'est pas anodin, en fait. Voilà, vos ops, vos devs, peut-être que ça va, alors, ils vont avoir un travail plus simple, vous allez avoir votre code qui est plus stable, mais il y a maintenant toutes les fractures autour, tout le code derrière, quoi. Voilà. On va s'arrêter là aujourd'hui pour cette petite introduction au microservices. Je pense que déjà cette vidéo-là, si vous avez bien compris ça, vous avez bien compris les concepts de l'évolution dans le temps, donc de mainframe, ensuite client-serveur, N-tier, SOA, et jusqu'au microservice, vous avez gagné énormément en fait. Vous allez comprendre comment marchent beaucoup de choses en fait. Voilà. Donc voilà, on va continuer la prochaine fois. Je pense qu'on fera encore 2-3 séances sur cette partie-là. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup, j'ai beaucoup d'encouragement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé, qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mais 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on.
dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.